Bonjour mes Kingdom Financers, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas, ça va. Écoutez, vous n'allez pas croire qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on avait fait le live sur les assurances et malheureusement, je ne l'ai pas téléchargé à temps, donc ça a été supprimé. Alors là, je refais une vidéo, pas en live, à côté, pour parler des assurances qu'on avait déjà vues ensemble, pour que je puisse le upload sur YouTube et que vous ne puissiez pas perdre le contenu parce que c'est de l'information très, très, très importante, très pertinente et it's a game changer on your finances. Donc, j'avais pas le choix de refaire cette vidéo. J'avais pas le choix de tourner une vidéo pour qu'on parle des assurances parce que c'est un outil très puissant dans les finances, c'est un outil très puissant pour créer de la richesse et on va parler de ça aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez, dans les cours passés, je vous avais dit que dans les assurances, il y a plusieurs types d'assurances. Il y a des assurances qui sont des investissements et il y a des assurances qui ne sont que des dépenses. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les assurances qui sont de type investissement. OK? Et euh, bon, avant de vous parler de ça, je vais vous parler un peu de l'histoire de l'assurance. D'où vient l'assurance? Qui a inventé ça? Quelle était l'idée derrière les assurances? Juste aller sortir ma diapositive. Alright. Donc, les assurances. Tout d'abord, ça a commencé. Comment les assurances ont commencé? Quelle est l'origine des assurances? OK? Dans l'ancien temps, et vous allez voir, vous allez peut-être vous reconnaître dedans. Dans l'ancien temps, OK, avant que les compagnies d'assurance ouvrent, avant que les compagnies d'assurance de ce monde, qu'on les connaisse, OK, qu'on les connaisse comme on le connaît aujourd'hui, avant, comment ça fonctionnait, c'est que c'était des communautés qui se rassemblaient ensemble et ils s'entraidaient en fait dans des périodes de crise, dans des périodes de deuil, dans des périodes de maladie. Donc, c'était des groupes de personnes, des communautés qui allaient venir ensemble, ils allaient se rassembler et lorsqu'une personne décède, tout le monde allait cotiser un petit montant pour que la famille soit capable d'enterrer leur bien-aimé. Quand quelqu'un tombait malade, tout le monde venait et cotisait pour euh, que la personne puisse mieux aller. Donc, ça vient d'un système communautaire. Et pourquoi je dis que peut-être que vous allez le savoir, parce que nous, dans nos communautés, alors que ça, c'est la préhistoire, donc c'est avant l'histoire des assurances, nous, on vit encore ça. Donc nous, nos communautés vivent encore dans la préhistoire de l'assurance. Ces histoires-là des tontines, ces histoires-là des sols, ces histoires-là de l'Ikelemba, toutes ces choses-là, ça date de la préhistoire. Mais nous, en 2026, c'est encore dans ces systèmes-là qu'on vit. Donc, est-ce que vous voyez un peu à quel point nous sommes arriérés? Nous sommes en retard, mais extrêmement en retard par rapport au reste du monde. Je continue. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qui allait arriver? C'est que lorsqu'il y avait des catastrophes naturelles, exemple, des ouragans, des incendies, des inondations, il y avait plusieurs familles qui étaient affectées. Plusieurs familles dans la même rue, dans le même quartier, dans la même ville étaient affectées. Et alors, quand tout le monde est affecté, qui peut s'aider? Personne. Parce que tout le monde a besoin d'aide. Donc, personne n'est capable de venir en aide de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y a un problème. Il faut qu'il y ait des caisses qui font en sorte où ce que, quand il y a des catastrophes, des crises, des décès, on soit capable d'aller chercher de l'argent et de s'aider en fait, d'aider les familles. Et c'est comme ça que les assurances sont nées. Il y a des gens qui se sont portés garant, ils ont dit, OK, payez-moi tel nombre de sommes, etc. Ces gens-là, ils s'occupent de placer votre argent, de faire multiplier votre argent. Et lorsqu'une catastrophe arrive, ils sont capables de vous verser votre somme et eux aussi gagnent un profit. OK, pour avoir pris le risque euh, de dépenser de l'argent, peut-être que lorsque la catastrophe est arrivée et qu'ils vont vous indemniser par rapport à ce qui est arrivé, ça va leur coûter plus cher que ce que vous avez déjà payé. Donc, pour eux, ça, c'est un risque. Si vous quittez l'entreprise après. Donc, tout ça, ce sont des risques. Bref.
À cause de ça, eux, ils vont investir votre argent, essayer de faire un peu de profit dedans. Et s'il vous arrive quelque chose, on vous verse un montant. C'est là que les assurances sont arrivées. C'est comme ça que les assurances sont arrivées. OK? Donc, vous voyez, ces histoires-là de Sol, Likilimba, Tontine, c'est passé. C'est passé, ça fait des siècles. Mais dans nos communautés, on est toujours dans ça. D'autres personnes aussi se plaignent des compagnies d'assurance parce qu'ils se disent que non, ils font du profit sur nos têtes, ils s'enrichissent sur nos têtes, etc. Bon, c'est faux, c'est vrai, mais il faut que vous sachiez que la législation, ok, la législation fait en sorte qu'une compagnie d'assurance ne peut pas faire plus que 5% de profit sur vos primes d'assurance. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que le prix des primes que vous payez chaque mois, la compagnie d'assurance n'a pas le droit de faire plus que 5% de profit sur ça. Donc, il y a quand même des législations qui sont mises en place pour faire en sorte que les compagnies n'abusent pas et que ce soit équitable pour tout le monde. Donc ça, c'est l'histoire en gros de l'assurance, d'où vient l'assurance et pourquoi on fait les assurances. La première assurance que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est l'assurance maladie grave, ok? L'assurance maladie grave, c'est une assurance qui est importante parce qu'elle vient vous couvrir en cas de maladie grave, ok? Donc, cancer, tout type de cancer, toute forme de maladie auto-immune, toute forme de maladie quelconque, l'assurance maladie grave vient vous couvrir de ça. Et je vais vous dire maintenant, elle vous couvre comment. Donc, l'assurance maladie grave, la règle, ok, c'est que elle doit au moins couvrir 1 à 2 fois ton salaire annuel. Donc, en ce moment, si tu fais 45 000 $ et que ton assurance maladie grave n'est pas au minimum à 45 000 $, tu dois aller revoir tes assurances. Parce que ton assurance maladie grave, elles sont supposément censées de te couvrir 1 à 2 fois ton salaire. Donc, 45 000 à 90 000 $. OK? Ce sont des montants forfaitaires. Donc, ce n'est pas que pendant que tu es en maladie, on va te faire plusieurs chèques. Non, c'est un montant forfaitaire une fois qu'on te paye par réclamation, par maladie. OK? Donc, par exemple, c'est ça, si tu tombais malade, on va te verser ton 45 000 ou bien ton 90 000 one shot. Après, c'est à toi de gérer ça. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Et les conditions, en gros, c'est que, dépendamment du type d'assurance maladie grave que tu vas souscrire, ça va couvrir entre 4 et 25 maladies. Donc, ça ne couvre pas toutes les maladies du monde. OK? Tu dois regarder le pamphlet de couverture et regarder, OK, toi, tu vas être couvert. Les 4 maladies que ça couvre, c'est quoi? OK? Exemple, il y a des compagnies d'assurance que les 4 maladies que ça couvre même pas, ça couvre seulement des maladies rares. OK? Mais les maladies les plus communes, ça, ils ne couvrent pas. Donc, est-ce que c'est ça l'assurance que tu veux que tu aimerais souscrire? Ou bien tu aimerais souscrire à une assurance qui couvre plus de maladies communes, OK, que les gens sont plus susceptibles à avoir? Donc, c'est là que tu vas prendre ta décision. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que il faut qu'on connaisse, il faut qu'on sache les statistiques, OK? Ça, ce sont des statistiques de Industrial Alliance. Un Canadien sur 2 serait atteint du cancer au cours de sa vie. Un Canadien sur 2 sera atteint du cancer dans sa vie. 50% des Canadiens passent à travers le cancer dans leur vie. That's crazy. Crazy. Alors maintenant que tu décides d'aller choisir une assurance qui ne couvre pas les cancers, parce que tu veux payer moins cher, fait que tu vas prendre l'assurance qui couvre 4 maladies, puis que là-dedans, il n'y a aucun cancer, eh bien, dis-toi qu'il y a 50% des Canadiens qui souffrent d'un cancer dans leur vie. Est-ce que tu vas quand même prendre l'assurance qui couvre 4 maladies ou bien tu vas aller prendre celle qui couvre 25 maladies? Une autre statistique, un Canadien sur 4 au-dessus de 25 ans aura un AVC. 25% des Canadiens passent par un AVC après 25 ans. C'est énorme. Une personne sur 4, c'est énorme. C'est alarmant là, ça fait peur. Un Canadien sur 4 aura une maladie cardiaque. 25% des Canadiens souffrent de maladies cardiaques. C'est très grave. Donc, ça veut dire quoi? Ça montre l'importance
de souscrire à une assurance maladie grave. Tu ne peux pas sortir de chez toi, marcher dans la rue et pas savoir que tu es couvert d'une assurance, laisser tes enfants, ta famille, donc vraiment la porte ouverte à l'ennemi de venir attaquer tes finances, attaquer ta famille, attaquer la paix de chez toi parce que tu décides que non, je ne veux pas souscrire à une assurance maladie grave, je ne sais pas, de 50 dollars par mois parce que ce n'est pas important. On vient de voir les chiffres ici. OK? Les chiffres disent que tu dois avoir une assurance maladie grave. Chaque fois que tu négliges une assurance vie, une assurance maladie grave, une assurance invalidité, toute forme d'assurance, chaque fois que tu négliges ces formes d'assurance-là, tu laisses une porte ouverte à l'ennemi de venir attaquer tes finances, de venir attaquer ton temps, ton énergie, attaquer ta famille, attaquer ta paix. OK? Attaquer ta destinée. Chaque fois. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que je veux continuer à laisser des portes ouvertes dans ma vie ou je veux laisser aucune chance à l'ennemi de passer par ces portes-là pour m'attaquer? Parce qu'on sait que l'ennemi va toujours essayer. Il va toujours chercher the loophole. Il va toujours chercher la faille. C'est par là qu'il va rentrer. Donc, les assurances, c'est très, très, très important. Pour continuer, combien ça coûte d'être malade, OK? Parce qu'on se dit, OK, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Déjà, les statistiques montrent que ça vaut la peine. Mais en plus, il faut savoir que, exemple, une personne qui a souffert d'une maladie dans sa vie qui n'était pas couverte par une assurance, comparativement à une personne qui a souffert d'une maladie dans sa vie qui était couverte dans une assurance, on parle de quand même des centaines de milliers de dollars de moins ou de plus à la retraite. Exemple, une personne qui a souffert d'une maladie grave, qui a souffert d'une maladie quelconque dans sa vie, qui n'avait pas d'assurance maladie grave, il fallait maintenant qu'elle aille chercher dans ses cartes de crédit, dans ses économies, dans ses fonds d'urgence, pour être capable de se soigner, n'est-ce pas? Alors qu'une personne qui avait souscrit à une assurance maladie grave, cette personne-là, elle a gardé ses économies en place. Ses économies ont continué à monter. Elle n'a pas dû aller chercher plus de dettes sur des cartes de crédit, donc elle n'a pas de dette à rembourser. Son temps est protégé. OK? On a vu que les économies, chaque fois que tu mets de l'argent de côté, les investissements, c'est de l'argent, c'est du temps que tu mets à profit. C'est du temps que tu rachètes. OK? C'est du temps que tu as stocké de côté. Donc, quand tu es capable de garder cet argent-là de côté, c'est du temps que tu emmagasines. OK? C'est du temps que tu sauves, que tu gardes. Un peu de temps que tu gardes de plus. OK? Une personne qui doit aller puiser dans son temps qu'elle a mis de côté, non seulement on sait qu'il y a la source de stress qui arrive avec ça, on sait que la source de stress, ça fait en sorte que quoi? Peut-être tu ne vas pas guérir autant bien, autant rapidement. Et ça, c'est si tu guéris finalement. Parce que quand on parle de maladie grave, on parle de cancer. On parle de maladies graves, des maladies là qui amènent à la mort. OK? C'est ça, les maladies graves là. Si tu es constamment stressé parce que les factures augmentent, les dettes augmentent, les cartes de crédit augmentent, tu n'arrives pas à payer l'école de tes enfants, tu n'arrives pas à payer telle chose, comment tu peux guérir d'un cancer quand tu as cette anxiété-là, cette source de stress? Comment j'ai payé le loyer? J'ai plus d'économies, j'ai toutes mes économies, tous mes investissements, j'ai dû les liquider. Comment tu fais pour guérir? Avec quelle paix tu fais pour guérir? Ça sert à ça, les assurances. Okay? Là où d'autres sont en train de stresser parce qu'ils ont utilisé toute leur économie, ils sont incapables de se reposer totalement pour guérir. Il y en a d'autres qui avaient prévu, qui ont prévu au lieu de guérir et ils n'utilisent pas leur économie, ils n'utilisent pas leur investissement. Ils n'ont pas besoin de vendre leur maison, ils n'ont pas besoin de vendre leur voiture. Ils prennent le temps de guérir dans la paix, calmement, et ils récupèrent et let's go. OK, on continue la vie. Donc, ça fait vraiment des grosses différences dans les finances. Puis, à la retraite, on peut le voir par centaines de milliers de dollars parce qu'une personne, justement, qui a dû vider toutes ses économies, à l'âge de la retraite,
ben ça reste qu'elle a recommencé à zéro. Il y a un moment dans sa vie où ce qu'elle a dû recommencer à zéro, ses économies, ses investissements, alors que l'autre n'a pas eu à le faire. Et on peut le voir vraiment la différence au niveau de la qualité de vie à la retraite. Il y a des options. Il y a plusieurs options d'assurance maladie grave. Il y a des options de remboursement des primes flexibles. Donc, tu peux te faire rembourser l'argent que tu as mis à l'intérieur. Il y a des assurances qui peuvent être en vigueur jusqu'à 75 ans ou bien 100 ans. Donc, ça fait en sorte que c'est pas parce que t'es rendu trop vieux, alors les compagnies d'assurance ne veulent plus te couvrir. Non, il y a des assurances que tu peux être couvert pour les maladies graves jusqu'à 100 ans. Et il y en a où ce que tu peux te faire rembourser les primes en cas de décès. Ce qui veut dire que tu as souscrit à une assurance maladie grave, tu es décédé, peut-être que tu n'as même jamais eu de maladie, ben, ta famille au moins pourra recevoir la prime parce que tu n'es jamais tombé malade. OK? Donc, c'est déjà ça, c'est au moins au lieu de jeter l'argent par-dessus les fenêtres, au moins tu sais que d'une façon ou d'une autre, ça va te revenir. OK? Ensuite, il y a l'assurance invalidité. L'assurance invalidité, c'est lorsque tu as un accident. Lorsque tu es victime d'un accident, on va te payer un montant du fait que tu ne peux pas aller travailler. OK? Parce qu'on sait que le travail ton revenu est rattaché à toi qui te lèves chaque matin. OK? Ça, c'est pour les employés, bien sûr. C'est sûr que une personne qui dirige une entreprise, qui détient une entreprise, même si elle se lève pas le matin pour aller travailler, l'argent va quand même, va quand même rentrer. Mais dans le cas de la majorité de la population, euh, l'argent que tu génères est lié à toi qui te lèves chaque matin. Donc, si tu es incapable de lever de ton lit pour aller travailler, ben, tu n'as plus d'argent qui rentre. Alors, il te faut une compensation pour cette perte de revenus. OK? Et c'est une perte de revenus qui est habituellement temporaire. Donc, un accident de voiture, un accident de moto, un accident de ski. Tu es allé au ski, tu t'es blessé, tu as besoin d'être indemnisé parce que tu ne peux pas aller au travail le temps que tu puisses te remettre de ton accident. Ça sert ça l'assurance invalidité. C'est important d'avoir une assurance invalidité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh, mais si je suis victime d'un accident de la route, la SAQ va me couvrir. » OK, mais si tu n'es pas victime d'un accident de la route, c'est qui va te couvrir? Personne. Donc, tu dois avoir une assurance invalidité. Il y a des personnes qui ont des assurances invalidité avec le travail. Je vais revenir à ce sujet, OK? Le but de l'assurance invalidité, c'est de préserver ta qualité de vie, OK? Comme, oui, tu ne peux pas sortir pour aller travailler, mais au moins que tu sois capable de payer tes factures, au moins que tu sois capable de manger correctement, au moins que tu sois capable de faire ce que tu faisais, OK? De préserver ta qualité de vie. Numéro 1. Ça te permet de conserver tes acquis que tu as durement travaillé pour. Tu ne veux pas devoir vendre ta voiture, vendre ta maison, vendre tes vêtements, vendre toutes ces choses-là parce que tu essaies de récolter de l'argent pour être capable de passer à travers cette période difficile de la convalescence. Tu vois, tu veux conserver tes acquis. OK? Et ça te permet aussi de récupérer une tranquillité d'esprit, de savoir que, OK, même si je ne sors pas travailler, j'ai de l'argent qui va rentrer. Et juste ça, là, ça apporte une paix d'esprit à beaucoup de monde. Voilà, donc c'est ça, comme je disais, il y a des gens qui disent que, oh non, ben la SAQ va me couvrir si j'ai un accident de voiture. Oui, mais la SAQ couvre 55% de ton salaire. Et c'est maximum 4 mois. OK? Ben j'ai une assurance maladie grave avec le travail. OK, mais la règle au Québec et au Canada, je crois, je crois Canada aussi, la règle, c'est que tu peux être couvert seulement 75% de ton salaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent favoriser les gens à rentrer travailler. Ils veulent pas que les gens restent sur l'assurance indéfiniment. Donc, ils veulent te payer maximum 75%. Une personne sur l'invalidité ne peut pas se faire payer plus que 75% de son salaire. Donc, là, tu te dis, ah, ben, je suis couvert avec le travail, alors ça va être correct. Non seulement le travail ne couvre pas
1 à 2 fois ton salaire annuel. OK, c'est un montant forfaitaire. Numéro 2, c'est maximum entre 50 et 75% de ton salaire. Il y a des formes d'assurance invalidité qui viennent par-dessus tes prestations d'invalidité qui font en sorte que tu puisses avoir 100%. OK? Ça, tu vas en parler avec tes conseillers financiers, mais c'est très avantageux d'avoir ça et on appelle ça... en gros, c'est une autre catégorie d'assurance invalidité, mais on n'appelle pas ça invalidité parce que si tu le prends dans le cadre de l'invalidité, ça va rentrer sous la législation de 75% maximum de ton salaire. Donc, c'est comme une assurance bypass là, que tu es capable d'avoir des montants d'indemnité, même si tu touches 75% de ton salaire déjà en invalidité. OK? Tu en parleras à ton conseiller financier. S'il est bon, il va savoir de quoi je parle. Et par la suite, c'est ça. Quoi d'autre? Les assurances invalidité, c'est pour tout le monde, OK? Les assurances invalidité, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les travailleurs, là. C'est pas seulement pour les gens qui se lèvent, là, qui ont leur 9 à 5. Non, c'est aussi pour les travailleurs autonomes. Parce que pourquoi un travailleur autonome, son revenu aussi est rattaché à lui qui se lève chaque matin, qui sort voir des clients, qui sort signer des contrats, etc. C'est pour tout le monde. Mais travailleurs autonomes, s'il vous plaît, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous avez le droit, comme tout autre employé. Faut pas négliger ces choses-là. D'autant plus que vous n'avez même pas d'assurance qui sont données par le travail ou des choses comme ça. Vous êtes vraiment comme... C'est vous qui êtes... C'est vous qui êtes en charge de vous protéger. Parce que personne ne va le faire pour vous. OK? Donc, c'est pour les travailleurs autonomes. Pour les salariés qui n'ont pas d'assurance. Parce qu'il y a des employés... il y a des employés que leur entreprise n'offre pas de couverture d'assurance. C'est pour vous aussi. Et les couvertures, pour ceux qui ont des couvertures insuffisantes, ça aussi, vous pouvez en contracter vous-même au personnel. OK? Et c'est très important de s'en contracter au personnel parce que quand tu le contractes seulement au travail, chaque fois que tu vas changer d'emploi, tu vas devoir contracter une nouvelle assurance. Peut-être que le prochain emploi que tu vas contracter, que tu vas être embauché, ils n'ont pas d'assurance. Et là, te voici à 45 ans, à 50 ans, en train de vouloir te faire couvrir par une compagnie d'assurance qui va te charger des primes exorbitantes parce que tu as déjà 50 ans. Alors que si tu t'étais couvert au personnel, pas avec ton entreprise, mais au personnel, toi-même, tu es allé chercher, tu es allé voir un courtier, tu es allé chercher un conseiller financier, vous avez mis en place une assurance quand tu avais 25 ans, ben tes primes sont encore basses. OK? Tu es capable de payer encore des montants abordables en assurance chaque mois parce que tu avais souscrit quand tu étais jeune. Tu n'as pas passé à travers aucune maladie. Tu ne fais pas de l'arthrite. Tu n'as pas des problèmes de os. Tu n'as pas de problèmes de tension et tout à cet âge-là. Mais maintenant, à 50 ans, tu changes d'emploi et puis là, tu n'es plus couvert et tu n'avais pas d'assurance personnelle. Puis là, maintenant, on commence à te faire des tests. Des tests de cœur, des tests de sang, des tests de sucre, des tests de pression, des... Name it, les tests, pour qu'ils soient capables de te surcharger l'assurance. Donc, tu veux avoir une assurance au personnel. Puis ça, c'est pas seulement pour l'invalidité, c'est pour la maladie grave, c'est pour l'assurance vie. Tu veux avoir des assurances au personnel parce que quand tu changes d'emploi, tu veux pas être pris avec des surprimes parce que tu es rendu vieux, ou bien peut-être que parce qu'entre-temps, tu es tombé malade. Tu étais assuré à ton travail, tu es tombé malade, et maintenant, bon, tu as changé de travail. À cause que maintenant, dans ton dossier médical, il y a une maladie, il y a des compagnies qui ne voudront même pas t'assurer. Ça, c'est la vérité. Il y a des compagnies qui ne voudront même pas t'assurer, et peut-être que tu seras même plus assurable. Donc, fais-le dans ta jeunesse et au personnel. N'attends pas après le travail. You are your own savior. You are your own savior. OK? Ensuite, donc, on a l'assurance vie. Les assurances vie, OK?
c'est supposé de te couvrir entre 10 et 20 fois ton salaire annuel. 10 et 20 fois ton salaire annuel. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je connais du monde. J'ai vu des situations où ce que les parents sont décédés et ils laissaient à leur enfant 75 000 $ d'assurance vie. Maintenant, la règle ici dit que c'est 10 à 20 fois le salaire annuel. Donc, si 10 fois le salaire annuel et que la personne a laissé 75 000, c'est comme si que la personne disait qu'elle faisait 7 500 $ par année. Beaucoup de monde ne sont pas au courant de cette règle-là de 10 à 20 fois par année. Et beaucoup de gens dans notre communauté ne connaissent pas cette règle. Et c'est pour ça que ça donne une communauté comme la nôtre. Une communauté qu'on peut voir qui est très en arrière. Okay? On voit les Arabes, on voit les Juifs, on voit les Caucasiens, comment qu'ils avancent. Et on nous voit, nous, toujours derrière. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont cette information-là. OK? Une assurance vie est supposée de te couvrir entre 10 et 20 fois ton salaire annuel. Lorsque tu laisses 10 à 20 fois ton salaire annuel à tes enfants, quelle aide que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas un coup de pouce que tu donnes à tes enfants? Quelle accélération que tu es capable de donner à tes enfants quand tu fais ça? Mais quand tu laisses des 75 000 $ à tes enfants, OK? Il faut savoir qu'au Québec, là, pour enterrer quelqu'un, c'est en moyenne 25 000 $. Puis ça, c'est le plus bas. C'est 25 000 $. Ensuite, tes enfants doivent payer tes impôts. Ensuite, tes enfants doivent payer tes dettes. Peut-être qu'il y avait une hypothèque qui restait. Des cartes de crédit qui restaient. OK? Qu'est-ce qu'il leur reste à la fin? Pas grand-chose. Donc, on part avec des handicaps que d'autres communautés ne partent pas. Et après, on se demande, mais pourquoi nous, on est toujours en arrière? C'est à cause des choses comme ça. Le manque de connaissances. Et comment on peut savoir que notre communauté est en arrière? On peut seulement le voir dans le monde. Est-ce qu'on fait partie des leaders économiques? Est-ce qu'on fait partie des leaders mondiaux? Non. Pourquoi? Parce que l'argent, money talks. Money talks. We don't have money. OK? Donc, on le voit dans nos communautés et c'est à cause de ça, le manque de connaissances. Donc, une assurance vie est supposée de te couvrir entre 10 et 20 fois ton salaire annuel. Par la suite, pourquoi? OK, pourquoi? Exemple, quelqu'un qui fait 50 000 $ par année, 70 000 $ par année. Il faut que tu aies une assurance vie de au moins 700 000. Pourquoi? Tu veux payer tes dettes. Si tu as une hypothèque qui reste 400 000 dedans, tu veux que tes enfants soient capables de payer ça, n'est-ce pas? Maintenant, tu as une hypothèque qui reste 400 000 dedans. La valeur marchande de ta maison est 700 000 $. Il y a une vente présumée à tes enfants. Le gouvernement va dire que, monsieur, madame est décédé. Ils ont laissé un bien à leur enfant d'une valeur de 700 000 $. Il y a une vente dessus, 15% de 700 000 $. Tes enfants doivent payer ça. OK? Parce que c'est une vente présumée. Tes enfants doivent payer ça. OK? Donc, on a dit 400 000 pour l'hypothèque qui restait. Maintenant, on parle de 15% de 70 000. Si on dit que c'est 10%, c'est 7 000 $. Donc, 15%, on parle de 7 000 plus 3,5, 10 500 $. OK? Tes enfants doivent payer un autre 10 500 $ de taxes de vente. OK? Ensuite, carte de crédit. Je ne sais pas, les cartes de crédit étaient de combien? Tes cartes de crédit seront de combien à ce moment-là? Tes enfants doivent payer ça. OK? On est déjà rendu à 450 000. OK? Les derniers frais. Là, je disais qu'au Québec, le minimum, c'est 25 000, mais la moyenne, c'est 50 000. Ça rajoute un autre 50 000. On est rendu à 500 000. OK, il reste 200 000 pour tes enfants. Par la suite, tu veux être... La différence, là, tu es supposé...
la différence est supposée d'être pour remplacer le salaire du défunt, de la personne qui est décédée. Parce qu'effectivement, si toi tu ramenais à la maison 50 000 $ par année, du jour au lendemain, ta famille perd 50 000 $ par année. La qualité de vie de ta famille va diminuer. Il y a un temps d'ajustement que ta famille doit avoir pour être capable de s'ajuster par rapport à ce revenu qui n'est plus. Toi, tu es capable, si tu as pris les bonnes assurances, tu es capable de venir stabiliser ça au moins pendant des années. Le 200 000 qui reste là, tes enfants sont capables de le mettre dans des placements. Disons qu'ils mettent ça même dans des mauvais placements là, à la banque, ok? Qu'ils mettent ça dans des mauvais placements à la banque, peut-être qu'ils régénèrent genre même 6% annuel. C'est quand même 12 000 $ par année. C'est quand même 12 000 $ par année de revenus passifs que tes enfants vont être capables de générer seulement à cause de ce qui reste de l'assurance vie que tu les avais légués. Et ça, c'est perpétuel, hein? 6% annuel de façon perpétuelle. Donc, c'est un 12 000 $ par année. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'on parle quand on dit le manque de connaissances. Ceux qui sont riches s'enrichissent. Ceux qui sont pauvres restent pauvres. Maintenant, dans les types d'assurance, il y a deux types d'assurance. Les assurances temporaires et les assurances permanentes. L'assurance temporaire, c'est semblable à lorsque tu loues un appartement, ok? Tu n'es pas propriétaire, tu loues un appartement. Qu'est-ce qui se passe quand tu loues un appartement? Tu n'es pas propriétaire, n'est-ce pas? Donc, quand tu décèdes, l'appartement ne va pas aller à tes enfants, ça retourne au propriétaire, n'est-ce pas? Voilà. C'est sûr que c'est moins dispendieux, ça va te coûter moins cher par mois, ok? Il y a des termes de 10, 20, 30 ans, ça peut être renouvelable, donc à chaque 10, 20, 30 ans, tu renouvelles. C'est juste qu'à chaque 10, 20, 30 ans, tu deviens plus vieux, donc tes primes aussi vont augmenter. Un peu comme un loyer. Chaque année, le loyer monte. De la même façon, avec l'assurance, chaque terme, le loyer monte. L'assurance monte. Les primes montent. Ok? Qu'est-ce que tu vas payer par mois va augmenter. Et malheureusement, les assurances vie temporaires, ça te couvre maximum jusqu'à 85 ans. Il y a des compagnies qui couvrent jusqu'à 75 ans, d'autres qui couvrent jusqu'à 85 ans. OK? Alors que pour les assurances permanentes, c'est un peu comme si tu es propriétaire. OK? Tu payes un certain montant pendant un certain nombre d'années, prédéterminé. Après ce nombre d'années-là, tu arrêtes de payer. Mais la différence, c'est que ça te couvre jusqu'à la fin de ta vie. Un peu comme une hypothèque. Lorsque tu payes ton hypothèque pendant 25 ans, 30 ans, à la fin, la maison est à toi. Tu la gardes si ça t'appartient. De la même façon avec les assurances permanentes, tu payes l'assurance pendant un certain nombre de temps. 25 ans, 30 ans, 20 ans. Après 30 ans, l'assurance t'appartient jusqu'à ta mort. Il n'y a pas d'échéance à 85 ans, là. Même si tu meurs à 120 ans, tes enfants auront quelque chose. Parce que là, imagine, dans les assurances temporaires, c'est ça que j'appelle quand on dit jeter de l'argent par-dessus les fenêtres. Les assurances temporaires, c'est vraiment des dépenses. Parce que Dieu te prête vie jusqu'à 100 ans, tu es incapable de laisser rien à tes enfants parce que l'assurance te couvrait jusqu'à 85 ans. Dieu t'a béni de vivre longtemps, mais l'assurance a dit que félicitations monsieur, madame, comme tu as vécu jusqu'à 100 ans, je ne vais rien te verser. Je ne vais rien verser à ta famille. OK? Alors que la permanente, peu importe l'âge à laquelle tu décèdes, le montant va être versé à ta famille. C'est vraiment une forme d'investissement. Parce que l'argent que tu mets de côté, en gros, c'est que il y a une portion qui est pour l'assurance, il y a une portion qui est pour l'investissement. Toute la partie investissement, ça grossit libre d'impôt. C'est un peu comme le CELI. Donc, tout l'argent que tu mets de côté, tout le profit que tu fais dessus ne sera pas imposable. Ça, c'est très avantageux. Et pourquoi c'est avantageux? C'est parce que cet argent-là qui s'accumule, tu peux le récupérer de ton vivant. Tu n'as pas besoin... t'as pas besoin de décéder pour que tes enfants puissent en bénéficier. OK? C'est... Toi-même, tu pourrais dire, OK, ben tu sais quoi, comme moi, ça fait 30 ans que j'ai mis de l'argent de côté. J'aimerais sortir un peu d'argent de temps en temps pour ma retraite.
pour voyager, des choses comme ça. Tu peux sortir l'argent de ton compte d'assurance. OK? Et profiter de la vie avec ça. Améliorer ta qualité de vie à la retraite. Et ça ne va pas empêcher le montant de couverture que tu as laissé à tes enfants. Donc, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est une assurance que je voudrais que tout le monde puisse avoir. Et il faut que vous sachiez que ce genre d'assurance-là, c'est pas pour les riches. On doit arrêter de dire que, oh, il y a des assurances pour les riches, des assurances pour les pauvres. C'est faux, OK? Parce qu'une personne qui a peu de moyens, mais qui fait le sacrifice, qui dit, regarde, moi j'ai peu de moyens en ce moment. Je n'ai pas donné à mes enfants la vie que je voulais leur donner, ok? De ce côté-là, j'ai échoué. Je voulais ça pour mes enfants, je voulais ça pour mes enfants, je voulais ça pour mes enfants. Mais j'ai seulement réussi à leur donner ça. Déjà, tu vis avec ce sentiment-là que j'aurais voulu faire plus pour mes enfants, mais je n'ai pas été capable. Mais maintenant, on te dit que, regarde, au lieu de mettre 20 $ par mois, mets 100 $ par mois et fais en sorte qu'au moins quand tu vas quitter cette terre, tu seras capable de donner cette qualité de vie que tu as toujours voulu donner à tes enfants, mais que tu étais incapable de ton vivant. On te dit que rajoute 80 $ par mois et grâce à ça, tes enfants seront capables d'avoir une meilleure qualité de vie, de commencer la vie avec un élan, ok? Un élan que tu leur auras donné. Peut-être que leur enfance n'a pas été à la hauteur que tu voulais leur donner, mais sache que leur vie d'adulte sera, tu auras réussi ta mission. À la fin, tu sais que tu peux partir avec la conscience libre que tu as réussi à donner à tes enfants la vie que tu voulais leur donner. La qualité de vie que tu voulais leur donner. Peut-être pas de ton vivant, mais tu as laissé ta trace même après ton vivant. C'est à travers ces jours d'assurance-là. Donc, c'est pas vrai que c'est pour les riches. Oui, c'est plus dispendieux, mais c'est pas pour les riches. Est-ce que tu es capable de faire ce sacrifice-là? Tu n'as pas été capable, avec les circonstances de la vie, de donner cette qualité de vie-là à tes enfants. Est-ce que tu peux sacrifier un 80 $ par mois supplémentaire pour tes enfants, pour que tes enfants aient cet élan-là dans la vie? Peut-être que quand tu vas partir, ils vont être capables d'investir dans des terrains. Peut-être que quand tu vas partir, ils seront capables d'investir dans l'immobilier. Peut-être que quand tu vas partir, ils seront capables de même juste mettre cet argent-là dans des placements qui sont performants et avoir des revenus annuels récurrents à perpétuité. Et ça ne va pas s'arrêter seulement à eux. Ça va continuer aux enfants de leurs enfants parce que c'est à perpétuité, cet argent-là. L'homme sage laisse en héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, un homme bon, laisse en héritage aux enfants de ses enfants avec un sacrifice de 80 $ supplémentaires par mois. C'est comme ça qu'on change des destinées, c'est comme ça qu'on change des générations et c'est comme ça qu'on change des cultures, des nations. Notre communauté n'est pas vouée à rester en bas. Un sacrifice de 80 $ par mois. Et si tout le monde faisait ça, notre communauté serait beaucoup plus forte, serait beaucoup plus loin. Les enfants de Dieu seraient beaucoup plus influents, plus présents. C'est avec les petites choses comme ça qu'on pense que non, c'est pour les riches, non, c'est pour les riches. Non, c'est pour tout le monde. Et la chose qui est très importante aussi, qui est avantageuse, c'est que avec les assurances vie permanentes, tu as la possibilité de choisir les fonds dans lesquels tu vas investir. Tu peux investir dans des fonds plus performants. Tu n'es pas obligé d'être obligé de souscrire à un fonds de la banque qui produit du je ne sais pas quoi. Parce qu'il faut que vous sachiez que les fonds que la banque te propose, ce sont des fonds de la banque. Donc, exemple, qu'on te dit que oh, tu as un profil plus risqué, plus performant, ce sont les fonds de ta banque qui sont plus performants. OK? Alors que avec des compagnies privées, des compagnies d'assurance, ce sont des fonds, ça peut être des fonds américains, ça peut être des fonds mondiaux, ça peut être des fonds canadiens,
Ça peut être des fonds, donc, c'est pas des fonds de la banque. C'est pas des fonds privés. Ce sont des fonds vraiment publics, là. OK? Et c'est ça qui est avantageux, c'est que tu peux choisir les fonds dans lesquels tu veux investir. Ça, c'est à travers les assurances vie permanente. OK? Et pour terminer, le dernier type d'assurance qu'on va parler aujourd'hui, ce sont les assurances hypothécaires. C'est très, 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 très important que je vous parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? L'assurance hypothécaire, c'est une assurance obligatoire. OK? Lorsque tu as une hypothèque. Bon, en gros, c'est que, voilà, c'est une assurance obligatoire lorsque tu as une hypothèque, mais c'est pas obligatoire de le prendre avec la banque où ce que tu as pris ton prêt hypothécaire. OK? C'est important parce que là, si t'arrive une maladie, une invalidité ou un décès, tu sais que, bon, plus l'invalidité et la maladie grave, tu sais qu'au moins, il y a quelque chose qui va s'occuper de payer tes paiements mensuels de l'hypothèque. Donc, avec ton 75% d'invalidité, là, tu ne vas pas être obligé de payer, de sortir de l'argent de ton 75% pour payer ton hypothèque. Cette assurance-là va te permettre de faire tes paiements mensuels chaque mois et garder ton 75% pour ta vie et non pas pour payer l'hypothèque. Le problème maintenant, OK, c'est que tu veux avoir une assurance hypothécaire au personnel, OK, avec une compagnie privée. Tu ne veux pas l'avoir avec la banque. Pourquoi? La différence entre l'assurance hypothécaire de la banque et l'assurance hypothécaire privée, c'est que lorsque tu souscris à une assurance hypothécaire avec la banque, tu verras, tu verras que tu n'as aucun test de santé, on ne te demande pas ton bilan médical, on ne te demande pas ton dossier médical. Tu es accepté automatiquement. OK? Le problème, c'est que toi, tu payes des primes chaque mois pour ça, mais ton éligibilité est déterminée seulement après ta première réclamation. Donc, toi, tu vis ta best life, OK? Pendant 20 ans, bon, on va dire pendant 15 ans, OK, tu étais en santé. Et là, tu tombes malade, puis tu dis, ah, ben, OK, c'est correct parce que j'ai une assurance invalidité, j'ai une assurance hypothécaire avec la banque. Là, tu vas pour faire la réclamation à l'assurance de la banque, puis là, ils te disent que, oh, après analyse de votre dossier médical, nous constatons que vous souffrez de telle maladie et nous, donc, on ne peut pas vous couvrir. OK? Donc, ton éligibilité est déterminée après qu'ils aient fait la vérification de ton dossier médical. Mais la vérification de ton dossier médical, ils le font seulement lors de la première réclamation. OK? Donc, ce qui veut dire qu'il se peut que tu payes de l'argent pendant des années et que finalement, tu ne sois pas couvert. OK? Parce qu'en gros, c'est que c'est conditionnel. On t'accepte, mais de façon conditionnelle. Ensuite, le désavantage encore, c'est que les primes sont décroissantes. Ça veut dire quoi? C'est que tu as souscrit à une hypothèque de 500 000. L'assurance hypothécaire était sur 500 000. C'était pour couvrir une valeur de 500 000. Alors, toi, tu payes ton, je sais pas, 120 $ par mois, OK, pour ton assurance hypothécaire, pour que ça te couvre sur 500 000. Mais toi, chaque mois, tu payes ton hypothèque. Chaque mois, tu rembourses ton hypothèque. N'est-ce pas? Donc, comment ça? Donc, techniquement, ça voudrait dire que ça devrait baisser. Ta couverture devrait baisser et tes paiements aussi devraient baisser. Mais malheureusement, la réalité, c'est que tu vas toujours continuer à payer ton 120 $ par mois, malgré que ton hypothèque est rendue à 400 000, 300 000, 200 000, 100 000, 80 000, 500 000, 50 000. Toi, tu vas continuer à payer ton 120 $ par mois. Et si il arrivait que tu fasses une réclamation, ils vont seulement couvrir le montant de ton hypothèque. Ça veut dire que si ton hypothèque est rendue à 100 000, ben, la différence du 400 000, tu l'as perdu. OK? Ta famille l'a perdu. Et bien sûr, c'est vraiment cher. Donc, tout ça, ce sont les désavantages. L'avantage du personnel, OK? Comparativement au personnel, par contre, c'est que tu es assuré avant même de faire la première réclamation. Quand tu souscris, déjà, ils vont regarder ton dossier médical s'il y a un besoin.
Ils vont te faire passer le questionnaire avec plein de questions pour savoir c'est quoi ton historique médical, pour savoir tes conditions médicales. Et par rapport à ce que tu auras répondu, c'est là qu'ils vont te couvrir. Donc, tu sais déjà que tout l'argent que tu payes par mois, tu sais que tu es déjà couvert. Pas couvert conditionnellement. OK? Ensuite, les prestations sont fixes, elles ne sont pas décroissantes. Ce qui veut dire que tu as souscrit à une assurance hypothécaire de 500 000, qu'il te reste 400 000, 300 000, 100 000 sur ton hypothèque, l'assurance va te payer ton 500 000 au complet. Fait que si avec ton 500 000 qu'on te verse, tu rembourses ton 100 000, mais le 400 000 est à toi et à ta famille. C'est à toi. OK? Ensuite, le coût, c'est beaucoup moins cher. Écoutez, je sais. Sometimes I'm so flabbergasted par les frais d'assurance de la banque. C'est juste trop cher, en fait, à la banque, sincèrement. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le devoir pour aujourd'hui, devoir de la semaine, premièrement, si tu as une assurance hypothécaire, get rid of it, OK? Sors de là. Si tu as une assurance hypothécaire, prends rendez-vous avec une compagnie privée, compagnie d'assurance privée, Industrielle Alliance, Beneva, Canada Life, Ivari, Manuvie, il y en a plein, OK? Prends rendez-vous avec un conseiller. Mets en place une assurance hypothécaire avec eux. Attends de payer la première réclamation. Ensuite, annule l'autre avec la banque parce que tu perds de l'argent, tu jettes de l'argent par les fenêtres. Fais le bilan de toutes tes assurances que tu as. Assurance maladie grave, invalidité, vie. Revois, maintenant que tu as la connaissance, revois ce que tu peux changer. Parle-en avec ton conseiller financier et vois comment tu peux mettre en place ces stratégies-là. OK? Et par la grâce de Dieu, tu vas avoir ta fondation. Parce que la fondation, les assurances font partie de la fondation de ton empire. OK? Tu vas voir que ta fondation est beaucoup plus solide pour commencer à bâtir ou plutôt continuer à bâtir. Et ça ne va pas s'effondrer pour rien. C'est pas que tu vas tomber malade puis ton empire se bâtit. C'est pas que tu ne pourras pas travailler pendant 3 mois et ton empire se détruit, je voulais dire. Donc, c'est pas que tu vas tomber malade ou ton empire se détruit. J'ai eu un accident, mon empire se détruit. La banque ne veut pas couvrir, mon empire se détruit. Non. On ne laisse pas de porte ouverte, OK? On ne laisse pas de porte ouverte à l'ennemi. Non. Ça arrête aujourd'hui, OK? Ça arrête aujourd'hui. Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ai donné de l'or. Écoutez, cette information-là, c'est de l'or. Les riches s'enrichissent à cause de ça. Les pauvres s'appauvrissent à cause de ça. C'est le temps de mettre action. C'est le temps de changer ses habitudes. C'est le temps de renouveler notre intelligence. C'est le temps de changer nos actions. Parce qu'on va arrêter de continuer à faire les mêmes actions en pensant arriver à un résultat différent. On va commencer à faire des actions différentes pour arriver à des résultats différents. OK? Et j'ai hâte d'entendre vos témoignages. J'ai hâte de voir vos situations s'améliorer et juste de voir tout qu'est-ce que Dieu va faire à travers votre famille, à travers ce sacrifice-là que vous avez fait, à travers ces nouvelles habitudes que vous avez mis en place. OK? Donc, on va prier. Père éternel, je te bénis pour ce moment que nous avons eu ensemble. Je te bénis, Seigneur, pour les vies qui sont en train de changer. Je te bénis pour la connaissance. Je te bénis pour le renouvellement de l'intelligence. Je te bénis pour tout ce que tu mets en place, Seigneur Jésus. Tout ce que tu mets en place pour les familles, pour les générations à venir, Seigneur Jésus. Je te bénis énormément, au roi éternel des armées. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine. Bisous.